Maison-Blanche. Nos invités dans un instant. Et c'est donc le grand angle de ce journal. Édition spéciale, on le rappelle, en partenariat avec les médias francophones publics. Et donc avec nous dans cette deuxième partie, Azeb Wolde-Guorgis, correspondant de Radio-Canada à Washington. Merci d'être avec nous. François Cros, directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP. Il sera question de sondage. Et puis en plateau, Sylvie Matelli, économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors. Bonsoir à tous les trois et bonjour. Pour ce qui concerne le Canada, Sylvie Matelli, on va commencer directement. Donald Trump, on va le prendre au mot, avait promis de réduire le coût de la vie. Parfois, on parle d'inflation. Ça ne parle pas forcément aux Américains, aux Américaines et à nous autres également. Pari raté ? Pour l'instant, Paris carrément raté, puisque les prix ont fortement augmenté et devraient continuer à augmenter avec l'annonce de sa politique commerciale, ses droits de douane et toutes les mesures, à la fois les droits de douane et à la fois la baisse du dollar. Il a cumulé tous les défauts et les résultats de sa politique ne sont pas vraiment probants sur la baisse des prix. Mais lui, il dit que, encore une fois, je ne fais pas l'avocat de Donald Trump, il dit mais attendez, ça prendra du temps. Il le dit d'ailleurs, il dit il va falloir des efforts, ça sera douloureux, mais ça va finir par venir. En quoi, vous qui êtes économiste, vous pouvez nous dire, d'un point de vue scientifique, que ça ne pourra pas marcher ? Alors, je ne vais pas vous dire que ça ne pourra pas marcher, parce que ça peut-être marcher. On n'a jamais vu ça en économie, mais l'économie est faite de ruptures et de crises imprévues et qui finalement permettent certains rebonds et certains changements. Ce qui est certain, c'est que son pari, c'est en mettant des droits de douane, il va relocaliser des industries aux États-Unis, donc il va réindustrialiser les États-Unis, donner encore plus de travail aux citoyens américains, en particulier à cette classe moyenne dont il considère qu'elle a tant souffert sur ces 30 dernières années. Et par ce biais-là, eh bien, ça va permettre de relancer les exportations et de relancer cette économie. La question étant de savoir est-ce que sa politique est la bonne politique pour arriver à ça, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où se fermer du reste du monde quand les chaînes de valeur sont complètement réparties sur l'ensemble de la planète, c'est un véritable risque et il y a peu de chances que ça fonctionne. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous fabriquez un produit, vous avez fabriqué du ketchup, vous avez des tomates qui vont venir du Mexique, vous allez avoir... De l'Ontario aussi. Ou de l'Ontario, vous allez avoir de l'eau qui va venir du Canada, etc., etc. Réindustrialiser, ça veut dire avoir la capacité de tout produire aux États-Unis, donc on imagine que ça prend un petit peu de temps. Pari risqué. François Cros, l'IFOP publie une enquête qui confirme la dégradation de l'image de Donald Trump. Chute de popularité observée dans la plupart des baromètres de popularité, Gallup, Pew Research Center, Ipsos, Reuters. Pourquoi, comment l'expliquez-vous ? On parle même, on va le voir à travers quelques chiffres pendant que vous exprimez, on parle même de sentiment de honte de certains Américains. Oui, toutes les enquêtes de différents partenaires aux USA montrent qu'il y a une dégradation assez forte de l'image et de la popularité du président, que ce soit sur sa personne, sur son action et notamment sur les volets internationaux et économiques, en particulier depuis les décisions assez erratiques et éruptives sur les tarifs douaniers qu'ont, comme le disait votre intervenante, c'est tout un ensemble de craintes en matière de pouvoir d'achat et d'inflation. Ce qui est quand même important à signaler, c'est qu'il faut un petit peu aussi mesurer cette baisse du taux d'approbation et de popularité de Trump, parce que oui, il a perdu un petit peu le marais, c'est-à-dire le centre droit qui avait pu basculer en sa faveur lors de l'élection de novembre, mais il conserve son socle MAGA, ce socle qui est assez impressionnant puisqu'il est autour de 4 personnes sur 10. Aujourd'hui, la plupart des indicateurs de popularité situent sa popularité entre 39 et 44-45%, mais il conserve quand même un socle qui est notamment un socle de personnes plutôt âgées, blanches, plutôt religieuses, plutôt conservatrices sur les questions morales et qui se retrouvent pour l'instant dans sa politique sécuritaire, anti-immigration, anti-woke, et qui croit quand même encore à ses capacités d'améliorer la situation sur le plan économique. Et on voit d'ailleurs une fracture chez les personnes afro-américaines, donc aux États-Unis, c'est 69% qui ont un sentiment de honte, 60% chez les jeunes de moins de 25 ans. Et plus surprenant, vous parliez des partisans et des sympathisants républicains, c'est tout de même 23%. On va prendre la direction de Washington avec vous, Azeb. Pourquoi ce désenchantement d'une frange de ces partisans, y compris selon vous? Tout à l'heure, en première partie, l'invité Anne Désine évoquait parfois le malaise de certains élus au Congrès, notamment avec tous ces décrets.
Oui, tout à fait. Beaucoup d'élus n'osent même plus se rendre dans leur comté parce qu'il y a tellement de colère par rapport à Donald Trump. Vous savez, Donald Trump, il a été élu, il a eu quand même le vote populaire, mais là, il commence à toucher au portefeuille des Américains. Et ça, c'est extrêmement important. Les gens réagissent. Toute cette histoire de droits de douane, également de se mettre beaucoup de pays à dos, dont le Canada, son plus grand allié, son principal allié presque économique. Il s'est mis à dos même le Canada. Donc, il y a un sentiment de honte. Beaucoup de gens m'ont dit, par exemple, on revient de Détroit, m'ont dit, écoutez, est-ce que les pays, j'ai peur de voyager, est-ce que les pays nous aiment? Je pense que plus personne ne nous aime, avec tout ce que Donald Trump fait. Et puis concrètement, le coût de la vie, eh ben, on a parlé à des gens justement à la sortie de l'épicerie, on parlait à des Américains, ils nous disaient, écoutez, ça n'a pas beaucoup changé, même que les prix ont un peu augmenté, le prix de l'essence a un petit peu baissé, c'est ce qu'il nous disait hier à Détroit, mais d'une manière générale, les promesses qu'il a faites au niveau du coût de la vie, du prix des denrées, ça n'a pas vraiment baissé, il n'y a pas vraiment eu une révolution. Et hier, vous savez, il célébrait ses 100 jours à Détroit, et on avait l'impression qu'il était encore en campagne électorale. Il disait encore que c'était Joe Biden qui était responsable de tous les maux de la société américaine aujourd'hui. Je pense que la question des droits de douane, des tarifs ici, ça vraiment, c'est peut-être ça qui va faire que peut-être aux élections de mi-mandat, les républicains risquent de perdre beaucoup de sièges. Et Sylvie Matelli, pour continuer avec ce que vient de nous dire Azeb, il y a aussi le PIB qui en recule de 0,3%, alors que de principaux experts tablaient, eux, sur une croissance certes légère, mesurée. Vous êtes d'accord sur la question du portefeuille qui est touché, les Américains le ressentent? Alors, on n'est qu'à 100 jours, donc ils le ressentent, ils commencent à le ressentir, mais ça pourrait être. On n'est pas loin des midterms et des élections de mi-mandat. Là où peut-être c'est pas au portefeuille qu'ils le ressentent, c'est peut-être dans leur placement en bourse. Et il faut savoir que les retraites des Américains sont grandement financées par des placements boursiers. Donc là, effectivement, c'est leur compte en banque plus que leur portefeuille qui affichait sur leur placement financier de fortes baisses. Et ça a probablement terriblement affolé les Américains. Et puis ça n'est qu'un début, puisque on imagine que les droits de douane vont encore une fois affecter directement les prix des consommateurs. Ce qu'il faut rappeler, c'est ce que vous disiez il y a un instant, c'est qu'en octobre, quelques jours avant l'élection de Donald Trump, le Fonds monétaire international, donc c'est pas n'importe quels experts, c'est quand même l'organisation qui surveille l'économie mondiale partout sur la planète, publiait ses prévisions et constater que l'économie américaine était a priori l'une des plus dynamiques de la planète, puisque la Chine, on le sait, a une croissance économique supérieure aux États-Unis, mais bien moindre que ce qu'elle avait il y a quelques années. L'Europe tourne également au ralenti, et on voit que moins de 6 mois plus tard, la situation est déjà catastrophique et ça ne fait que commencer. Alors le soupçon peut paraître grave, mais je vous le pose quand même. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce cas-là qu'il mène sciemment une politique pour des intérêts privés et notamment pour son entourage? On sait qu'il est entouré notamment d'un milliardaire, Elon Musk notamment. Il est milliardaire lui-même. Il y a eu tout de même quand même des soupçons sur des délits d'initiés en bourse. Je ne sais pas ce que le gendarme de la bourse aux États-Unis est en train de décider. Est-ce que ça peut être une hypothèse selon vous, ou est-ce qu'elle est farfelue? Alors, moi, je ne suis pas une initiée, donc j'aurais du mal à vous répondre à cette question-là. Je ne suis pas sûre que Elon Musk soit ravi de tout l'argent qu'il a perdu. Qu'il a perdu depuis quelques semaines. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est persuadé qu'il faut aller vers une rupture de tout ce qu'on a vécu sur ces dernières décennies, parce que tout ce qu'on a vécu ces dernières décennies s'est fait au détriment des États-Unis. Il conteste complètement le fait que les États-Unis aient pu profiter de la croissance économique de la Chine, aient pu profiter de la mondialisation, que le consommateur américain a vraiment profité de toute cette période. Il conteste ça et il dit qu'il faut tout casser parce que ça n'a fait que nous poser des problèmes. Et j'aurais une question à propos de la Chine vous concernant tout à l'heure. Mais d'abord une question peut-être pour vous, François Cros. Comment vous qualifieriez le système de Donald Trump, en tout cas ce président, et de quel pays, il est à la tête de quel pays? D'une démocratie libérale, comme on le dit un peu, ou vous trouvez que le mot est galvaudé? Alors, pour l'instant, on a encore, je ne suis pas aussi spécialiste que d'autres de la société, et notamment de la démocratie américaine, mais elle repose quand même sur des piliers juridiques et institutionnels assez solides. On a juste là, en fait, un présidentialisme absolu, et cette version du présidentialisme qui est bien plus puissante que dans le présidentialisme de la Ve République, qu'il est exercé dans toute sa splendeur et sans contrepoids du Congrès. C'est ça, en fait. Donc l'enjeu aujourd'hui, ça va être, compte tenu des différents mécontentements qui naissent
et dont les sondages sont les premiers indices, mais qu'on le voyait notamment dans les circonscriptions, dans les États, etc., tout un ensemble d'élus qui en sont victimes, progressivement, par capillarité, il est possible que ça remonte jusqu'à tout un ensemble d'élus républicains critiques ou modérés et qui, au fil du temps, s'opposent avec les démocrates et d'autres à cette manière très maximaliste, mais aussi assez mais François Cros, pardonnez-moi, on voit Donald Trump qui brandit les décrets, qui s'en vante. Mais celles et ceux qui nous regardent, par exemple, et qui en France sont critiques d'Emmanuel Macron, il y a en France, par exemple, cette politique du 49-3. C'est-à-dire que ce présidentialisme, le fait que le président s'arroge des pleins pouvoirs ou un gouvernement, elle existe aussi dans le monde francophone. Alors, oui, en tout cas, en France, on le voit bien. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'ayant plus la majorité à l'Assemblée, il a une marge de manœuvre très limitée en dehors du côté régalien et de tout ce qui est affaires étrangères ou militaires. Donc nous, en France, on a quand même une présidence qui est plus encadrée que ce qu'elle peut être actuellement aux États-Unis. Restez avec nous, François Cros. Azeb Wolde-Giorgis, où est passée l'opposition démocrate ? Eh ben, c'est la grande question. Il se cherche un sauveur, un espèce de messie. Vous savez, il y a plusieurs candidats. On pense à Alexandria Ocasio-Cortez, qui serait vraiment en tête dans les sondages, 60% des intentions de vote, en tout cas s'il y avait une leader. Il y avait aussi Cory Booker, qu'on a entendu pendant 25 heures s'adresser au Sénat. D'autres personnes, mais pour le moment, il y a cette espèce de vide. Et donc, on voit des manifestations un peu sporadiques, un peu partout au pays, en disant que voilà, ce sont tous les contre-pouvoirs qui sont attaqués par cette administration. Il y a même une juge qui avait été arrêtée vendredi dernier. Donc, Donald Trump avance et beaucoup sont extrêmement inquiets de ce qui arrive à la démocratie dans ce pays. Et pour le moment, il n'y a personne vraiment qui ressort, si vous voulez, chez les démocrates. Il y a une manifestation qui est prévue le 1er mai. On pense que les gens vont finir par sortir dans la rue. Il y en a eu déjà plusieurs, mais pour le moment, il n'y a pas une mobilisation autour peut-être d'une personne qui va vraiment être l'opposition à Donald Trump. Mais là encore, hier, il y avait des contre-manifestants. Vous savez, Donald Trump tenait son rassemblement. Il y avait des contre-manifestants qui brandissaient des pancartes en disant que voilà, attention, c'est le fascisme qui est en train de s'installer aux États-Unis, c'est l'autocratie. Regardez ce qu'il fait à nos institutions judiciaires, regardez ce qu'il fait aux migrants irréguliers qui sont ici de façon irrégulière. Il y a une espèce de chasse aux sorcières de personnes qu'on renvoie, une personne qui a été d'ailleurs renvoyée au Salvador alors que cette personne-là, c'était une erreur administrative, elle ne fait pas partie d'un cartel de drogue. Donc, il y a beaucoup de poursuites judiciaires, mais Donald Trump avance. Et son noyau dur le considère encore extrêmement populaire parce que Donald Trump, il dit qu'il va faire quelque chose et il le fait. Il tient ses promesses, il applique les politiques qu'il a dit qu'il allait appliquer durant sa campagne électorale. Donc, ceux qui le suivent continueront à le suivre. Pour ce qui est de l'économie, il y a cette crainte de récession. Vous savez, c'est les présidents de grandes banques américaines qui disent « Attention, il y a un risque de récession ». Il y a également Larry Fink de BlackRock qui a dit que voilà, de plus en plus, il risque d'y avoir une récession aux États-Unis. Et c'est là que vraiment on sent son impopularité et on sent peut-être qu'il y aura un recul quant au soutien pour Donald Trump. Restez avec nous, Azeb. On vous retrouve tout à l'heure. Nicolas Georges nous a rejoint. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, 100 premiers jours marquent aussi par quoi ? Par des décisions et des orientations dans le domaine de la culture. Vous allez nous en parler dans quelques instants et ce sera très intéressant parce que vous rentrez des États-Unis. On va juste peut-être une dernière question. On peut parler d'embargo sur la Chine de la part des États-Unis ? Oh, quasiment. Des droits de douane aussi élevés. Effectivement, les Chinois n'ont quasiment plus intérêt à aller vendre leurs produits aux États-Unis. Et Nicolas Georges donc, nous a rejoint. Nicolas, avant de parler de la culture, je le disais, vous avez parcouru les États-Unis tout récemment d'ouest en est et vous avez pu prendre le pouls de la société américaine. Quel est le ressenti des habitants que vous avez rencontrés ? Oui, c'était vraiment intéressant effectivement de prendre le pouls, c'est le cas de le dire, de ce pays à cette période. J'ai pu aller aussi bien dans des grandes métropoles comme Dallas, Miami ou Los Angeles ou dans des petites villes du Nevada ou du Nouveau-Mexique. Et la plupart des Américains que j'ai rencontrés ont une inquiétude, c'est leur pouvoir d'achat. Vous en parliez, hein, Sylvie Matelli, tout à l'heure. Ils me l'ont confirmé. Ils ont commencé à voir les prix des produits du quotidien augmenter. Par exemple, une bouteille d'eau dans certains supermarchés, c'est $6. C'est quasiment 5 fois plus qu'en France, à titre de comparaison. Beaucoup s'inquiètent également des répercussions des droits de douane à venir sur les prix de ces produits. Les prix du logement, de plus en plus difficile à se loger à bon prix. Je prends l'exemple de ce serveur avec qui je discutais. Il me disait, je suis obligé de déménager à 80 km de mon travail puisque je ne peux plus me loger dans la ville de Dallas où j'habite.
Et Nicolas, donc, le ressenti des Américains que vous avez rencontrés, c'était un pays continent, donc difficile de voir un avis exhaustif, mais quel est-il? C'était étonnant puisqu'ils en parlent assez peu en fait de Donald Trump. Beaucoup me disaient il faut attendre pour vraiment juger. Mais on sent bien que dans certains États comme en Floride, Donald Trump il a vraiment des fans absolus. On voit son portrait affiché dans beaucoup de boutiques, ça c'est assez impressionnant. Ils vendent par exemple des t-shirts, je vous le montre parce que ça m'a fait une drôle d'impression, des t-shirts à son effigie, vraiment comme si c'était en fait une superstar à la gloire donc de Donald Trump, ces t-shirts. Et puis du côté des opposants, je les ai trouvés un petit peu désabusés, ces opposants, surtout les plus jeunes, notamment dans la forme que doit prendre leur mobilisation, leur engagement. Lorsque j'y étais, le démocrate Bernie Sanders, l'un des fervents opposants à Donald Trump, tenait un meeting à Los Angeles, plus de 35 000 personnes tout de même. Mais là aussi, le public présent en nombre me disait « Regardez, c'est un homme de 83 ans qui sonne la révolte. Ce n'est pas normal. La nouvelle génération doit aussi prendre le relais et se faire entendre. » Comment? C'est la question. Sur scène, Neil Young, John Baez, deux artistes, pas de la nouvelle génération, qui étaient donc là aussi pour sonner la révolte. Vous voyez, c'est tout un symbole. Tout un symbole, Nicolas. Alors, Donald Trump qui a aussi lancé son bras de fer avec le monde des arts et de la culture. Et là encore, Nicolas, on suit l'idéologie. Il y a la colonne vertébrale Trump. Exactement. Premières orientations qui sont la vitrine de sa politique. Lui qui ne s'en cache pas, il veut prendre le contrôle d'institutions culturelles dans le pays pour restaurer, je cite, la vérité dans l'histoire américaine et lutter contre ce qu'il appelle les mouvements révisionnistes dans le monde de la culture. Il a notamment, par décret, repris le contrôle de plusieurs institutions culturelles à Washington avec pour objectif réécrire le roman national. Je voulais aussi vous donner une autre de ces mesures, une autre décision symbolique cette fois à Hollywood. En janvier, il a nommé symboliquement, donc on peut le dire, les acteurs Sylvester Stallone, Jon Voight et Mel Gibson ambassadeurs à Hollywood. Pourquoi? Eh bien pour être ses yeux et ses oreilles à Hollywood pour lutter contre le wokisme dans le monde du cinéma. Voilà donc pour ce volet culturel et sur la politique de Donald Trump. Azeb Wolde-Giorgis, une réaction peut-être, Nicolas, avec ce t-shirt Daddy's Home. Alors comment on peut le traduire, tiens, Azeb Wolde-Giorgis, vous qui êtes à Washington, Daddy's Home avec Donald Trump vêtu de rose devant la Maison-Blanche? Ah, j'ai pas vu cette image, je la vois pas malheureusement. C'est le père qui est à la maison, qui rentre à la maison en fait, hein, allusion donc à son deuxième mandat. Il y a quand même des Américains qui qui croient encore en cet homme. Un pays toujours aussi fracturé plusieurs mois après les élections, selon vous? Oui, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que son noyau dur, vous savez, on leur a parlé hier à Détroit, et il disait qu'en fait, il faut attendre, il faut être patient, ça ne fait que 100 jours qu'il est là. Vous allez voir, les emplois vont revenir aux États-Unis, l'Amérique va retrouver sa grandeur, il y aura plusieurs industries manufacturières qui vont s'installer aux États-Unis, des fabricants d'automobiles vont s'installer au Michigan, donc il y a cette espèce de croyance, en fait, en Donald Trump. Mais c'est sûr que bon, il a 78 ans, il est assez âgé, il n'écarte pas la possibilité de briguer un troisième mandat, peut-être même changer la Constitution. Donc on est vraiment dans une époque où voilà, tout peut changer. Donald Trump à chaque fois arrive à remettre en question des choses qu'on pensait acquis, si vous voulez. Donc, le pays reste extrêmement fracturé, mais il garde quand même ce noyau dur qui le soutient. Mais jusqu'à quand? Et c'est là que ça va être intéressant de voir comment les gens, à mesure que le temps passe et à mesure que ça devienne peut-être un peu plus difficile économiquement, comment les gens finalement vont peut-être finir par se délaisser Donald Trump. Mais on sent quand même que pour le moment, il a encore énormément de soutien. Même à Détroit, vous savez, c'est quand même l'industrie de l'automobile. Il y a énormément d'emplois qui sont partis, mais même là ils se disent bon, les emplois vont revenir, on y croit, donc il les fait rêver toujours. Merci. Donc voilà, on va voir s'il va réussir son pari, si vous voulez. Merci beaucoup Azeb Wolde-Giorgis en direct de Washington, correspondant de Radio-Canada. L'occasion pour moi de repréciser que cette émission est en partenariat avec les médias francophones publics. Merci beaucoup à vous également Sylvie Matelli d'être venue sur notre plateau et merci Nicolas donc de retour des États-Unis. L'invité de Patrick